مرحبا جميعا. قبل ما نرجع على الجلسة بليز اللي ما غير اسمه في يرجع يغير اسمه. صار في مشكلة باللينك اللي بعتني لكم اياه وبينوا كلهم تحت اسم شخص من المعهد. ف بليز اللي ما غير اسمه إذا في غير اسمه. Merci de bien vouloir changer vos noms pour ceux qui ne l'ont pas fait. Il y a eu un problème dans le lien que nous vous avons envoyé et il est au nom d'une personne de l'Institut. Merci de changer. Test one, test 1 2. Test 1 test 1. الكليب 7. تست. الو 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 الو. اوكي مش الحال. وي يلا. نتمنى من الحضور الكريم الرجوع لأماكنكم من فضلكم. لا مش الحال خلاص. اصلا لو بدي ارجع نوري non, il n'y avait que M. Maïdan seul. Donc il y a Pierre, il y a Karim. Oui, je sais, Pierre, Karim. Non, les panélistes, les intervenants. Hein, Tamara et... Voilà. Donc Anne-Sophie, Karim, Tamara et Pierre, tu seras là-bas.
Ah, ok, 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 ok. رح نبدأ من فضلكم لأنه شوي طلعنا عن السكادجول. تعملوا معروف بليز. رح استفيد كمان من الوقت. بدي أطلب من اللي على زوم، اللي عم بيحضرونا على زوم، من فضلكم نطلب منكم تغيروا اسمكم لأنه صار في عنا مشكلة صغيرة على زوم. يرجعوا يفوتوا يتسجلوا مرة ثانية. ننتقل الآن للجلسة الثانية بعنوان حماية المؤسسات العامة من الانهيار. ستستخلص هذه الجلسة دروساً من تاريخ الإدارة العامة في لبنان، كما من الأزمة الحالية لمناقشة المقاربات التي يجب اعتمادها مستقبلاً. سيدير الجلسة السيد اسكندر البستاني، خبير اقتصادي ورئيس جمعية Financially Wise للتثقيف المالي. السيد اسكندر البستاني على الستيج مع ضيوفه الكرام. أهلا وسهلا فيكم والكلام لكم. Je suis très heureux et très honoré de modérer un panel avec 4 personnes de très haut calibre. Monsieur Karim Bitar, que je connais personnellement depuis 2 ans, directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph, où j'enseigne aussi, et professeur agrégé de relations internationales, diplômé de l'ENA et l'IEP Paris, ex-étudiant à Harvard et McGill. Monsieur Bitar est directeur de recherche au think tank français IRIS et rédacteur en chef de l'ENA hors mur. Il est également chercheur associé au Centre de politique de sécurité de Genève en Suisse et chercheur associé à l'Institut Média à Bruxelles. Tout ça. Pierre France. J'ai connu Pierre France depuis 2015. Je l'ai rencontré la première fois. Il travaillait ici, à l'Institut des finances, il travaillait sur la question de l'histoire des institutions publiques et je travaillais sur le coût de la fonction publique à l'époque. Donc, quelle coïncidence. Pierre a rejoint l'Orient Institut en 2020 en tant que chercheur associé, doctorant en sciences politiques à l'Université Paris 1, Sorbonne. Ses recherches doctorales portent sur le processus de survie de l'État libanais tout au long de la guerre du Liban. Maintenant, il travaille sur 3 axes de recherche, sur la figure des directeurs généraux au Liban, les conseillers ministériels et la question des statistiques publiques au Liban. C'est ça, n'est-ce pas? Madame Tamara Zain, directrice de recherche au CNRS Liban. Elle occupe actuellement le poste de directrice de recherche au CNRS, où elle a démarré en tant que secrétaire général, où elle va démarrer en tant que secrétaire générale au 1er juillet 2020. Mabrouk. Scientifique dans le domaine des sciences des matériaux, elle est aussi conseillère du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la recherche scientifique et de relations francophones, co-président du comité franco-libanais du programme PHC CEDRE, membre de la Commission nationale libanaise de l'UNESCO, membre du Conseil scientifique international de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Elle a fondé au CNRS l'Observatoire national de la femme dans la recherche, Dawra Kunna, dont elle est actuellement présidente. Et finalement, Madame Anne-Sophie Ducrieux,
dont je viens de faire la connaissance. Elle est consultante en gouvernance dans les pays en conflit. C'est très, très intéressant. Madame Anne-Sophie, elle a plus de 25 ans d'expérience en gestion de projets dans des situations de crise et de conflit au sein d'organismes internationaux. Je cite l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, etc. Elle a occupé le poste de directrice adjointe de la mission de la gouvernance démocratique au sein du ministère des Affaires étrangères français. Elle travaille également depuis des années en tant que consultante pour l'Agence française de développement et Expertise France. Je vais aller droit au but. Je vais citer un peu l'objectif de ce panel et commencer par poser la question à M. Karim. Donc, ce panel tentera de tirer les leçons de l'histoire administrative du Liban et de la crise actuelle pour discuter des approches d'avenir. Faut-il se baser uniquement sur une approche de coût ou bien penser à une approche pluridimensionnelle qui imagine des missions et les compétences de demain? Comment sortir des poncifs qui assimilent la bureaucratie à la seule corruption et à l'incompétence? Qu'est-ce qu'on apprend des expériences internationales? Comment s'appuyer sur les traces d'une tradition d'État malgré tout pour en fait penser l'avenir? Ma première question, Karim Bitar, il ne laisse passer aucune occasion sans affirmer la nécessité de refonte du système étatique en place. On peut dire aujourd'hui fonder un nouveau peut-être système étatique, un système qui est pris en otage, comme tu le confirmes, par une élite prédatrice. Donc, je souligne deux nuances. Un, le système est obsolète, désuet. Deux, les institutions de l'État sont accablées par la classe politique. State elite capture. Aujourd'hui, certains bailleurs de fonds parlent de restructuration de la fonction publique, donc une approche coût-bénéfice. D'autres parlent de réforme de l'action publique et de la fonction publique précisément. Ma première question à vous, pourrait-on espérer un avenir prometteur pour une action publique cohérente, souple, pertinente, sans remettre en question l'intégralité du système de gouvernance? Et sachant, comme vous le dites, les instincts naturels de la démocratie au Liban, comme présentés par Tocqueville, sont précisément très accentués. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Qatar. Je suis très ému d'être là. C'était émouvant. Merci beaucoup, Qatar. Ces questions. C'est bon. Donc, c'était très émouvant et réconfortant d'assister au premier panel ce matin quand l'hymne national libanais, on a commencé avec l'hymne national. Joseph a un peu souri puisqu'on n'a pas trop l'habitude en France et souvent ici dans tous les colloques universitaires, on met l'hymne national et ça nous semble parfois un peu étrange. Mais ce matin, paradoxalement, peut-être parce que c'est ici à l'Institut des finances, j'ai été très ému, très sensible à ça parce que Qawluna wal Amal, vous avez parfaitement incarné ça dans cette institution. C'est vraiment une des rares institutions qui nous donne encore de l'espoir. L'Institut des finances a réussi à sanctuariser un espace véritablement fondateur pour l'État, la fonction publique, pour les institutions libanaises. J'avais été marqué il y a une dizaine d'années par un ami qui travaille au ministère des Finances à Paris, qui a travaillé avec l'Institut des Finances, et il m'a dit, il rentrait d'un voyage au Liban, il me dit, votre État a encore de beaux restes. Je lui dis, de quoi tu parles? Il me dit, l'Institut des Finances, ils ont fait ça, l'État a encore de beaux restes. Donc, je lui ai dit, j'espère que ce n'est pas uniquement de beaux restes, mais qu'à partir de cette expérience, de cette expérience pionnière, on pourra reconstruire, ou plutôt construire, parce que Joseph Maïla avait raison de dire aujourd'hui, il faut arrêter de dire refonder l'État. On n'a jamais eu d'État, il faut fonder l'État. C'est pour cela qu'en effet, je parle souvent d'une remise à plat totale du système, d'une refonte nécessaire de réformes radicales permettant de repenser la gouvernance dans ce pays. Donc, heureusement, tes questions étant tellement larges, heureusement que beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin que je rejoins absolument. Donc, je pourrais aller plus rapidement que
que je ne le craignais. Donc, j'espère ne pas trop empiéter sur le temps de parole des autres. Je pourrais aller vite parce que moi, j'avais prévu de parler de soif d'État et Myriam Catus a parlé de faim d'État. Donc, est-ce que c'est une faim ou une soif? Et je pensais également dénoncer un peu un certain nombre de mythes fondateurs, ces expressions dont on se gargarise sur la résilience, etc. Et tout cela a été dit, donc on peut passer là-dessus assez rapidement. Mais véritablement, ce qui me frappe, c'est l'esprit de résistance qu'on voit dans cet institut. Ça me fait penser à l'époque de la Troisième République en France, l'œuvre intégratrice de la Troisième République. On parlait à propos des instituteurs, des hussards noirs de la République. C'est un peu ce que vous faites. Vous êtes un peu, à votre façon, des hussards noirs de la République. Et Marcel Pagnol, en parlant de ces gens-là, il disait le plus remarquable, c'est que ces anticléricaux avaient des âmes de missionnaires. Donc, c'était ces instituteurs dans toutes les écoles qui ont forgé un sentiment d'appartenance à la nation en France avec l'école laïque et obligatoire. Ils étaient censés représenter un État laïque, mais ils le faisaient avec une âme, avec un zèle de missionnaire. Et aujourd'hui, ceux d'entre vous qui résistent de l'intérieur, je crois, on les a qualifiés de héros ce matin, on peut les qualifier de missionnaires, on peut les qualifier de véritablement de role models pour le reste de la société, car c'est beaucoup plus difficile dans l'endroit où vous êtes que dans des universités où nous avons encore un espace de liberté, des marges de manœuvre. Donc, résister de l'intérieur de l'État, c'est absolument fondamental. Les grandes thématiques, elles demeurent connues. La citoyenneté est un point qui a été martelé ce matin et je pense qu'il faut encore y revenir. On ne dira jamais assez que la citoyenneté reste une idée neuve au Moyen-Orient. Saint-Just, à l'époque, disait « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Aujourd'hui, on peut dire que dans toute la région, pas seulement dans le monde arabe, mais c'est vrai également en Israël, en Turquie, dans la plupart des pays de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la notion de citoyenneté n'a pas encore été établie. Et le titre de ce colloque est formidable, l'État est incontournable, mais cet État ne peut être fondé que sur cette citoyenneté qui permettra enfin aux individus de s'émanciper des angoisses existentielles qui les saisissent lorsqu'ils se perçoivent comme membres d'une communauté, lorsqu'ils sont assignés à résidence. Et ce n'est que à travers ce principe de citoyenneté que l'on pourra recouvrer notre souveraineté nationale, se décharger de ces crispations identitaires et fonder enfin cet État auquel nous aspirons tous. Le deuxième point, les questions de Skandar sont très sensibles. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'il peut y avoir des alternatives à cet État? Je suis de ceux qui ont beaucoup apprécié le titre. Non, l'État reste incontournable. Anne Grillo a envoyé une pique assez courageuse dans son discours d'ouverture lorsqu'elle a dénoncé ceux qui veulent mettre cet État aux enchères aujourd'hui. Elle a dit ils se reconnaîtront, ils font partie d'un même syndic de faillite. C'est tout à fait vrai. Il y a aujourd'hui une tentative de faire main basse sur les biens de l'État et il est de notre devoir de résister à ces intérêts privés et catégoriels qui ont toujours eu la haute main au Liban. Et il est temps que la société tout entière se lève pour défendre le bien public et l'intérêt général face à ces intérêts, ces vested interests dont a parlé Madame la ministre Inaya Azzeddine tout à l'heure. Ça a été le gros problème, l'histoire du Liban. Skandar me demandait quelles étaient les expériences auxquelles on peut se référer. Il y a bien évidemment la période du président Chehab sur laquelle Pierre a travaillé. Il y a eu plusieurs initiatives tentatives de réforme, parfois velléitaires, parfois inabouties, mais ce qui est frappant, c'est que toutes ces initiatives de réforme à travers l'histoire de la République libanaise se sont heurtées aux mêmes intérêts privés et catégoriels. Donc c'est l'un des paradoxes libanais les plus frappants, c'est que d'un côté, nous avons un État qui est particulièrement faible, impotent, sclérosé, dysfonctionnel. De l'autre côté, nous avons un État profond qui est peut-être l'un des plus puissants au monde.
ses intérêts privés. L'État profond, on pourrait citer plusieurs piliers, l'oligarchie politico-financière, les systèmes communautaires, certains groupes de pression religieux, les services de renseignement, etc. Et cet État profond au Liban a toujours été infiniment plus résilient. Et on parlait tout à l'heure que ce mot de résilience commence également à nous agacer sérieusement. Ceux qui se sont avérés résilients, ce sont les membres de la caste de profiteurs au pouvoir, et alors que la population est aujourd'hui à bout de force, et ce terme ne peut plus ou doit être également repensé. Donc la citoyenneté, c'est quelque chose d'absolument décisif dans un monde où les crispations reviennent en force. Même en France, je faisais partie de ceux qui voyaient dans le modèle citoyen dans certaines vertus à la laïcité à la française pour permettre aux individus de s'émanciper, de ne pas être astreints à résidence. Mais aujourd'hui, face à certaines dérives de la laïcité en France, on se dit qu'il y a aussi dans notre modèle libanais des choses à préserver, une certaine ouverture, une certaine qui régulièrement a été relancé avec l'idée qu'il faut reprendre l'État libanais, il faut le refonder d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on est à nouveau en train de scander ça en disant qu'il faut peut-être repartir pour un nouveau round. Mais en tout cas, l'État reste encore aujourd'hui pour moi la seule perspective. Et la question, j'aurais plutôt tendance à la poser alors, sur le côté fonctionnaire, évidemment. Je reprends ce que disait Myriam Katus, il faut qu'il y ait un État qui puisse proposer quelque chose, proposer des carrières à des bureaucrates, des gens qui puissent s'engager dans l'État, qui puissent vraiment y consacrer leur vie sans qu'ils soient à la merci soit de conditions économiques désastreuses, soit d'une nomination politique qui puisse venir du jour au lendemain. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que cette nouvelle génération de personnes adossées à l'État puisse avoir des moyens de le rêver. Et là, la question, c'est rêver par qui ? Rêver peut-être par les nouveaux hommes politiques, par une nouvelle génération politique. Sur ce point, on peut regretter que dans les partis politiques, il y ait très, très peu de plans liés à la bureaucratie au Liban. L'État est pris de manière très, très abstraite. La question de la bureaucratie des fonctionnaires est généralement assez peu abordée. Et deuxièmement, l'État doit être rêvé finalement par lui-même, par les universités, par le CNRS, qui doit justement fournir une base pour qu'on ait justement des personnes qui soient chargées d'imaginer ce que peut être l'État. Et cette base doit être adossée aussi à potentiellement les personnes qui ont en main ce qu'est l'État. C'est le Conseil de la fonction publique, l'inspection centrale, l'Institut des finances ici, qui peuvent travailler finalement ce souci de soi de l'État. Si on devait proposer aujourd'hui là quelque chose de très concret, il faudrait d'abord savoir combien on a de fonctionnaires au sein de l'État. Ce qu'on ne sait toujours pas pour des raisons éminemment politiques, puisque certains des fonctionnaires ont été nommés de manière surnuméraire par des chefs politiques. Donc il y a tout un enjeu. On disait tout à l'heure, le rapport, Sabine Hatem soulignait tout à l'heure que dans le rapport, on disait qu'il n'y a pas de RH dans beaucoup de ministères. Bon, ça fait partie d'un problème qui est à la fois pratique et à la fois politique, mais ça pourrait être quelque chose d'extrêmement concret, de dire, voilà, essayons de savoir déjà combien on a de fonctionnaires. Ensuite, la deuxième chose peut-être, c'est deuxième alternative. La première, c'est est-ce qu'il y a un État, est-ce qu'il n'y a pas d'État. La deuxième alternative que je vois dans les discours qu'on peut avoir et qui est dans le discours public, c'est cette alternative entre corruption et exception. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un État qui est décrit comme étant extrêmement corrompu et finalement à totalement jeté, et de l'autre, vous avez des îlots qui fonctionnent bien, vous avez des héros qui continuent à faire fonctionner cet État. Et cet État qui fonctionne avec des personnes exceptionnelles doit être aussi pensé dans ses limites. Il y a des limites à cet extraordinaire. C'est extrêmement fatigant pour ces personnes-là.
c'est aussi l'assurance pour beaucoup de ne plus pouvoir partir de son poste, puisqu'au bout d'un moment, quand on incarne à ce point-là son institution, qu'on est la seule personne à la porter, comment est-ce qu'on peut ensuite la confier à quelqu'un d'autre? Et là, c'est toute la question de la formation. Il faut qu'il y ait un roulement possible entre des gens avec le même niveau d'expertise, le même niveau de compétences et le même niveau de connaissance de l'État. Ce côté îlot d'exception au sein de l'État et personnes qui les font vivre, pour moi, c'est ça ce qu'on pourrait. Pour moi, c'est le concret de ce qu'on appelle vulgairement cette résilience, qui serait un phénomène culturel. C'est pas un phénomène culturel. Il y a vraiment des gens qui font tourner des choses dans une administration qui généralement ne tourne pas. Et malheureusement, la classe politique en est extrêmement consciente. S'appuie d'une certaine manière sur ces personnes-là, puisqu'elle sait très bien qu'elle a besoin d'un minimum d'État. Et plutôt qu'un État avec cette alternative entre corruption et exception, il faut qu'on arrive à un État avec une certaine constance, avec une certaine routine, un État de droit, un État qu'on n'ait pas besoin en fait de discuter, qui roule assez naturellement. Et dans cette perspective-là, moi j'aurais tendance à dire par exemple que la vision de l'État corrompu et d'un bout d'État perdu doit être discutée. Plutôt que de dire il y a le bon État et le mauvais État, j'aurais tendance à proposer plutôt 50 nuances de fonctionnariat en disant qu'il y a des gens à aller récupérer, même parmi les gens qui ne sont pas des héros, il y a des gens qui sont prêts à s'engager si on leur propose quelque chose de concret, s'ils sont soutenus par peut-être de nouveaux acteurs politiques. Donc, il y a aussi, moi j'aurais tendance à dire, partir de l'existant, des potentialités qui ne sont pas activées, et peut-être au passage justement se réclamer d'un État qui a existé ou qui a failli exister au fil de l'histoire libanaise et dont voilà, le chéhabisme et Fouad Cheham serait le principal symbole. Très, très intéressant. Donc, Pierre a parlé de tentatives de commencer une tradition de l'État depuis les années 1920, depuis les années 1960. Donc, le Liban, il est caractérisé par un pays qui vit une multitude de crises, des crises récurrentes, et avec une fréquence très, très rapide. Disons. Madame Anne-Sophie, donc, vous, en tant qu'experte en gestion de crise, comment est-il possible de concevoir une administration publique, un État qui peut à chaque fois se réinventer et à chaque fois démarrer de nouveau après une crise économique, sociale, politique, sécuritaire qui soit assez forte? Merci. Merci de votre accueil. C'est ma première fois au Liban et je dois vous avouer. Juste approche. C'est ma première fois au Liban, ma première fois à Beyrouth. Et je dois vous avouer, quand je suis arrivée hier à l'aéroport, je n'avais pas le sentiment d'être dans un pays en crise. Pas du tout. Tout fonctionnait en fait. L'avion est arrivé, il y avait une piste qui s'est surveillée. On m'a interrogé sur les passeports, j'ai montré mon passeport. Les valises sont arrivées sur quelque chose qui tournait. Et en fait, tout fonctionne. Tout fonctionne. Moi, je travaille dans des pays où rien ne fonctionne. Donc, effectivement, je suis arrivée dans un hôtel, j'ai pu prendre un taxi, je me suis fait arnaquer certainement, mais pas plus que ça. J'ai eu une chambre, je n'ai pas attendu 3 heures. Bref, ça fonctionne. Et ça, c'est quand même, il faut aussi que vous vous en rendiez compte, parce que monsieur parlait de la Somalie, moi je travaille beaucoup à Bangui, en Centrafrique, je travaille au Mali, au Niger, là, ça ne fonctionne pas. Ici, grâce à ces fonctionnaires, grâce à vous tous, malgré tout, ça fonctionne. Et ça, je pense que vous pouvez être satisfait, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Non, mais il faut que vous en rendiez compte quand même. Non, mais il faut aussi être réaliste par rapport à une situation. Certes, par rapport au Liban d'il y a quelques années, vous voyez une différence et je ne remets pas du tout en cause cette différence. Et même, j'ai eu la chance de visiter votre institut. On parle de climatisation. Je viens de passer une semaine à faire passer des examens sans clim. Et là, on ne s'est pas
un quart de seconde sur la clim. Je dégoulinais toute la journée et voilà. Donc, voilà, c'est quand même un pays qui arrive par des moyens, par des héros, par des miracles, à fonctionner. Donc, par rapport à la résilience, etc., et puis j'en parlais tout à l'heure avec Tamara, je pense aussi que vous avez des gens extrêmement bien formés ici. Extrêmement bien formés. La formation que nous, on peut donner dans des pays en crise ou des pays avec une absence de formation, ici, voilà, la formation, elle est présente ce matin. Je ne vois que des gens bien formés, vous voyez. Et non, mais c'est une réalité il faut prendre conscience quand même de ça. Et peut-être que vous n'avez, peut-être, je me permets d'émettre quelque chose, mais pas les bonnes personnes aux bons endroits. Un État, ça n'en a pas besoin de 1000 personnes. Hein. En France, on estime 1200. Donc ici, j'en discutais avec l'AMIA à Paris, 250 personnes au bon endroit. Est-ce que vous ne pourriez pas faire redémarrer le pays? Parce que les bases constitutionnelles sont là, etc. 250 personnes au bon endroit, c'est rien du tout. Donc, des fonctionnaires qui travaillent, des fonctionnaires bien placés, qui sont bien payés, qui sont recrutés sur leur mérite. Ça, c'est un point important aussi. Vous ne savez pas combien vous avez de fonctionnaires. Très bien, ils sont payés à la fin du mois. Donc, on prend le payroll, on en tire 250 bien payés, qu'on place à des bons postes. Et voilà, c'est des choses, en fin de compte, pas si compliquées, qui devraient ne pas être trop compliquées en tous les cas. Voilà. Donc, moi, venant des pays en vraie crise, ou en crise encore plus importante, j'ai l'impression que voilà, vous avez tout en fait. Il faut juste remettre les choses au bon endroit, à la bonne place. Donc, je suis très positive. Voilà. À l'inverse de beaucoup d'ici, je suis extrêmement positive. Je me dis franchement, vous avez tout. Vous avez, voilà, remettre les gens et la méritocratie, mettre les gens au mérite. Justement, quand j'entends ça, ça me rappelle la phrase de Talleyrand qui disait « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Donc, c'est vrai que si on regarde certains pays qui sont véritablement devenus des États faillis, au Liban, on a le sentiment que les choses fonctionnent encore et ça relève souvent du miracle, comme ça a été soulevé. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer le risque que dans quelques mois ou dans un an, et même peut-être plus vite, nous en arrivions à ce state collapse, à cet effondrement, parce que les réserves de change dont nous disposons sont en train de fondre comme neige au soleil et qu'il y a des politiques délibérées qui ont été pointées. Aussi bien la Banque mondiale que le FMI, que l'Union européenne ont parlé de politiques délibérées, c'est-à-dire que le refus d'apporter des réponses structurelles à cette crise de 2019, ce n'est pas uniquement quelque chose qui ressort de l'incompétence, c'est une politique délibérée pour faire assumer à la population, pour socialiser les pertes après avoir privatisé les profits. Ouais. Merci pour cette approche très positive. C'est une note très positive. Avant d'ouvrir au public pour les questions et les réponses, je veux juste passer à Madame Tamara Zeine. En tant que, probablement que très prochainement, vous allez être sur la tête d'une institution publique. Et là, après une note très positive, comment vous comptez faire pour surmonter tous ces défis au sein d'une institution publique libanaise? Une question assez compliquée, surtout prendre la parole après. Oui, c'est ça. Et les scientifiques, ils ont du mal toujours à prendre la parole après les politologues et les sociologues. On va essayer de faire de notre mieux. Mais avant de répondre à la question, parce qu'il y avait un mot qui est revenu plusieurs fois ce matin, c'était le rêve. C'était rêver, le rêve. Ça m'a fait penser à une citation d'Oscar Wilde qui disait que la société pardonne souvent aux criminels et pardonne moins aux rêveurs. Donc, je pense qu'on a un premier devoir au moins, c'est de continuer à rêver. Ça, c'est, voilà, je garde mon optimisme. J'aime rêver qu'il y a toujours possibilité de revenir à un état tel qu'on le souhaite. Maintenant, pour répondre à la question, oui, en effet, je n'ai pas pris mes fonctions, vous l'avez bien entendu. Je vais répondre en me basant sur le diagnostic que j'ai fait, vu que je viens de passer quelques années dans cette institution, et aussi sur le plan d'action que je suis en train de mettre en place. Et
la question elle est intéressante parce qu'elle en fait, elle interroge deux choses. Premièrement, la légitimité de la recherche dans un pays où la recherche n'a jamais été une priorité, et ça l'est encore moins dans une situation de crise. Et deuxièmement, le fait que ce soit une institution publique qui traite la recherche. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. Il y a 2 jours, on a appris que l'intelligence artificielle aurait pu développer des sentiments. Donc, on voit un débat international maintenant qui discute des questions tellement futuristes. On parle du post-humanisme, l'algorithmisation des sentiments et de la pensée, ou tout simplement l'anticipation des nouvelles pandémies, parce qu'on vient de traverser une pandémie qui était très sévère. Et nous, au Liban, on est toujours au stade où on doit plaider encore la cause de la recherche scientifique. On doit encore justifier l'intérêt de l'existence d'une communauté scientifique. Et je crois fortement que c'est tout simplement parce qu'on n'est pas suffisamment conscient que si le débat, à la fois intellectuel, ça a été mentionné ce matin, intellectuel, politique, économique, tout ce que vous voulez, ce débat est appauvri justement parce qu'on a marginalisé la recherche et les chercheurs. Vous avez un pays où la société est soumise, mais vraiment soumise, au règne des faux experts. C'est les faux experts qui occupent toutes les places. Les intellectuels faussaires, ça c'est voilà, tout le monde, monsieur a dit ce matin, on a des experts, et tout simplement la société est soumise vraiment au règne des médiocres. Donc, il faut arriver à un moment où on peut convaincre la société que non, la recherche justement, elle est là, elle doit être entendue pour remédier à de tels problèmes dans la société. Comment faire? Bien sûr, ça c'est une question très compliquée, mais vous allez être étonnés. Moi, je pense que le premier investissement à faire justement, parce que je suis certaine, même dans la salle, il y a beaucoup qui savent pas ce qu'on fait au CNRS libanais. Donc, le premier investissement à faire, c'est de restaurer la relation, le lien entre justement la communauté scientifique, la communauté de la recherche d'un côté, et puis la classe politique et la société. Devant moi, j'ai vu le mot ta'lim ici, ensuite là-bas, j'ai vu ta'allum. Donc, je ne sais pas comment dans un pays qui parle encore de l'enseignement supérieur, de la qualité de l'enseignement supérieur, si une université, elle ne fait pas de la recherche, est-ce qu'elle est digne de ce nom? Est-ce qu'on peut l'appeler une université? Non, on ne peut pas. Un pays qui aspire à trouver certaines solutions à des problèmes scientifiques, si on ne fait pas de la recherche, comment on va arriver à des solutions à nos problèmes scientifiques? Tout simplement aussi, c'est pas la recherche, parce que je sais que les spécialistes en sciences humaines et sociales, ils vont me dire que ce n'est pas ça uniquement l'objectif de la recherche. Bien sûr, la recherche, c'est elle qui permet de comprendre les phénomènes qui nous entourent, de comprendre tout simplement le monde. Et à part tout cela, et c'est un peu utopique peut-être, c'est ce qui permet à nous, en tant que société, de contribuer au progrès humain tout simplement. Maintenant, comment faire, vu qu'on est une institution publique, donc voilà, on est tout le temps accusé de corruption, de faillite, et quand on est indulgent avec nous, ils disent qu'on n'est pas très efficace. Bien sûr, ça c'est à cause de cet amalgame en fait entre la mainmise prédatrice sur l'État et sur les institutions elles-mêmes, qu'il faut au contraire protéger et préserver. Le problème, c'est que ça, ce n'est pas vrai. Nous avons vraiment des cadres, ça a été dit plusieurs fois, nous avons des cadres scientifiques, administratifs, mais vraiment parmi les plus qualifiés dans le pays. La communauté académique, peut-être, elle le sait, mais la société à grande échelle, elle ne le sait pas. La communauté internationale, quand je dis communauté, ça veut dire les organismes internationaux, un peu moins. La classe politique, pas du tout. Est-ce que c'est uniquement la faute de la classe politique? Non. Moi, j'ose le dire, il y a notre part de responsabilité dans tout cela. Il y avait un manque de visibilité parce que tout simplement, on a gardé aussi un mode de communication. Là, on parlait de la société militaire en Égypte ou peu importe, mais en fait, on a gardé un mode de communication qui ressemblait aux pays arabes dans les années 50. Ensuite, ça, il faut oser le dire aussi, que comme beaucoup d'institutions en fait, et on a fait ce que les politiciens ont fait, ça veut dire, comme on dit en libanais, on balayait, on mettait sous le tapis. On n'a jamais traité les défaillances structurelles, opérationnelles, qui étaient dans nos institutions. On a fait avec les moyens de bord, en se disant, après, yallah, ça va arriver, ça va venir. Et donc, d'un coup, on arrive à une crise où on avait zéro résilience, justement parce qu'on a accumulé toutes ces défaillances sans jamais les traiter. Et là, je me dis, c'est vraiment l'occasion maintenant de saisir cette crise comme opportunité. On a parlé de Fouad Chihab. Il faut savoir que dans des institutions comme la nôtre,
qui a été créé en 1962, justement par Fouad Chab, avec l'aide à l'époque du CNRS français. En fait, la mission, la vision et la politique institutionnelle, les trois piliers qui font d'une institution, qu'elle soit efficace ou pas, sont restés figés à 1962. Depuis, on n'a pas bougé. Il y a eu peut-être 1 ou 2 lois qui ont été ajoutées, mais en fait, c'est le mindset dans ces institutions qui est resté figé à 1962. Dès qu'on demandait quelques changements par-ci, quelques changements par-là, la modernisation justement du fonctionnement qui s'est avérée obsolète. On peut plus, on a vu pendant la crise, ce qu'on faisait avant, on ne pouvait plus le faire. Donc, il faut changer, il faut faire autre chose. Pourquoi rester fixé sur l'idée qu'on doit financer la recherche ou qu'on doit financer des bourses doctorales? Non, il faut faire autre chose maintenant pour qu'on reste présent, pour que justement la classe politique et la société puissent voir qu'on est là. Donc, ça, c'est vraiment le point de démarrage, c'est de repenser, ça c'est aussi le terme important de la journée, c'est repenser la mission de l'institution et transformer le fonctionnement. Et le dernier point qui est vraiment crucial dans notre pays, c'est changer le rapport et la relation entre les 3 acteurs principaux dans ce thème. Ça veut dire l'écosystème de la recherche, la société et la classe politique. Parce que là, la relation, en fait, elle est rompue. Il n'y a aucune relation. Voilà. Donc, la question prominente dans le panel passé, c'était d'où commencer et d'où démarrer. Il me semble que Tamara, elle sait exactement d'où commencer. Au sein de mon institution. Oui, bien sûr, chacun au sein de son travail. Merci pour cette réponse. Donc, je pense que je vais ouvrir maintenant la place au débat. Et si on a encore le temps, on fait un autre tour de questions. Donc, je prends les questions du public. Il y a à la fin, madame. بتشكر الجميع. سوري انا ما ثقافتي انجلش. سؤالي بس مداخله بس جاوب عليها مسيو بس عفوا فدا جدايل موظفه سابقه بمؤسسه عامه حاليا بجمعيه خيريه بعلم بالجامعة مواد المحاسبة والضرائب والتدقيق وبجيب تلاميذي على المعهد من حوالي 20 سنة كانت من 2000 بلشت أو 2002 فبقدر كثير المعهد المالي وعلى طول بنقول عنه انه اكسجين ضمن المؤسسات العامه وهو مثال انه نحن بنقدر نعمل دوله جيده قادره على اداره البلد. هو اكزامبل صغير بيعمل وممكن ينعمل منه بروجكشن على كل المؤسسات الدوله وعلى طول بنعمل لهم تحيه لفريق العمل. بالنسبه لحضرتك سوري مدام قلتي انه بالبلد بخير جاوبك مسيو طارق مسيو كريم سوري انه لا انطري سنه يمكن اقل من سنه حنكون اسوء منهم ونحن يعني عندنا المنتاليتي يعني القدره الذهنيه عندنا نحن متطورين كثير اكثر من ما نحن هلا كل ما بنتقدم شوي لقدام بيكبعونا بيرجعونا 20 سنه لورا. يعني المفروض لبنان يلي بيصدر الثقافات والخبرات والحلول بدول مختلفه بالعالم مش قادر يحل مشكلته لانه مسيطرين عليه اقطاعيين. وهيدي الاقطاع اللي بلش من قبل ما ياخذ لبنان استقلاله سنه 1920 واللي اتطرقتوا عليه وحكيته وحتى نحن كنا منتدبين من الفرنسيه واخذنا استقلالنا وبرضه بعدنا الاقطاع مشينا وهيدا الاقطاع عم بياخذ اوجه مختلفه. حتى صحيح انه بلشنا نلبس بدلات وتغير اللباس لكن بعدنا بعقليه وذهنيه الاقطاعيه. نحن تنتحرر بدنا نشتغل نرجع على الاخلاق. انا بما انك بس السؤال عملنا معروف لانه الوقت ضيق معي مداخله طويله لانه من حرقه قلب شخص اشتغل بالمؤسسه العامه وحاول يغيره وقدرنا غيرنا شوي بمطرح ما كنا.
الاخلاق بدنا نشتغل عليها، وبدنا نشتغل اليوم قبل بكره، لانه انتم عم تسالوا من وين بدنا نبلش. نحن بدنا نبلش من الموظفين، من الكوادر، ونعمل ثوره من تحت لفوق طبعا. لانه المسيطرين على اللي فوق مش حيقدروا يبلشوا يشتغلوا على استراتيجيات اللي تمولنا لنعمل استراتيجيات، وملايين الدولارات اندفعت على مر سنين طويله لنعمل استراتيجيات، ويندفع للكونسلتنتس مبالغ كبيره، وصاروا يسالوا بعدين وين، وراحوا كثير من لبنان تشكوا لبرا، بدهم تعالوا شوفوا مصرياتكم وينن، على شو انصرفوا. تعبنا من استراتيجيات، ما بدنا استراتيجي، بدنا نبلش على الارض نشتغل. بدنا كل موظف يكون ويسل بلور، we have to fight corruption. بدنا نحارب الفساد بانه نحن نبلش نبلغ عن الفساد الموجود بكل الادارات. الموظفين هن يقولوا مين في على البيرول عندهم ما له عازه. بدي اطلب منك بس تتوجهي بالسؤال. ما عندي سؤال، ما عندك سؤال. انا بدي ضوي على موضوع بليز فايت كوربشن على الارض. انا بدي اعمل ثقافه سياسه الويسل بلوينج تنوجد بكل اداره بكل مؤسسه، ويكون في مواكبه. انا بس بدي اضطر اطشك، ما تاخذيني، لا نترك مجال للبقيه. ماشي تفضل مدام، عندك سؤال؟ بس بتمنى عليكم يكون عندكم السؤال يعني اطول من المداخله. نادرة فواز، مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مسؤول عقود المشتريات. أنا بدي أسأل الأحزاب واللي وصلونا لهون، هل حالة الإنكار اللي معيشيننا فيها البداية بدها تكون بإنه نحط إصبعنا على الجرح وكل واحد يعترف بخطأه؟ ما معقول نكون عشنا 30 سنة يرجعوا هن ذاتهم نفس الأحزاب يرجعوا يقولوا لنا إنه نحن نكافح الفساد. شغله ثانيه بدي اتطرق للي قالته الدكتوره عناية عز الدين، انه اضطروا يكون في ببعض المطارح مؤسسات موازيه للدوله بسبب عجز الدوله. هون بدي اسال مين اللي وصل الدوله للعجز؟ ثاني شيء انه لما بيكون هالمؤسسات عم تشتغل على ناسا، وبنفس الوقت الموظفين اللي بالدوله كمان عم بياخذوا حصصهم من التقديمات اللي بتقدمها الدوله، فاذا هن عم يشتغلوا بمؤسسات ولهم حصص بالدوله. طيب المواطن العادي كيف بياخذ حصته من الضريبه اللي عم يدفعها للدوله من الخدمات؟ اذا بده يرجع مثلا بيفوت على المستشفى بيقولوا له ما في محل، بيرجع بيتصل باحد الاحزاب بيصير في محل. طيب من وين انوجد هيدا المحل؟ اوكي، هالكوتا اللي عم ياخذوها كيف نحن بدنا نلغي الكوتا اللي عم ياخذوها من قدام المواطن العادي بالدوله؟ ميرسي. شكرا. حضرتك ذكرت نقطة كثير مهمة وكانت موجودة بالسيشن اللي قبلها اللي هي المؤسسات الموازية، ورح استفيد من هيدي النقطة لأسأل Madame Anne-Sophie. Donc je vais vous poser une question sur les institutions, disons, parallèles, parce que vous avez travaillé dans des pays en conflit, peut-être dans des pays défaillants, et au Liban, aujourd'hui, on assiste à une prise plus de rôle soit pour les ONG, les sociétés civiles, et je suis à la tête d'une organisation non gouvernementale, et parfois les bailleurs de fonds vont vers les localités, vers les gouvernements décentralisés pour les financer, en supposant que peut-être les localités vont remplir le rôle que l'État n'est pas en train de remplir. Oui. Alors, depuis quand on a préparé ce débat, c'est vrai qu'on a tout de suite parlé des ONG assez rapidement. Et j'ai tendance, enfin, les exemples. Approchez, s'il vous plaît. Les exemples nous montrent que les ONG ne peuvent pas, il faut être très clair là-dessus, remplir le rôle de l'État. Ils peuvent, à quelques moments précis d'une crise, avoir un poids important, mais ne peuvent pas remplir le rôle de l'État, ils ne le rempliront jamais, ce n'est pas leur mandat, ce ne le sera jamais. Ils n'ont pas non plus une présence sur la totalité du territoire, donc une ONG à un moment X peut aider l'État, peut subvenir à quelques besoins de certaines populations, mais on ne fait pas une politique publique avec des ONG, il faut être très très clair sur ce point. Et ça, on le voit partout. Maintenant, la coopération entre l'État, les ONG, les bailleurs et la société civile est aussi importante
parce qu'effectivement, je ne sais plus, tout à l'heure, Madame parlait de la ville de Beyrouth qui avait donné des balayettes, enfin voilà, des balais pour nettoyer Beyrouth. Bon, c'est vrai que ça paraît ridicule que l'État, la ville de Beyrouth donne ce genre de choses. C'était effectivement, l'ONG pouvait le faire, c'est le rôle d'une ONG, rapidement, on achète X millions de balais et c'est réglé. L'État doit aller au-delà, quoi. La politique publique, ce n'est pas l'achat de balais, il faut être clair. Ça, c'est la première chose. Et sur l'État décentralisé / déconcentré, alors c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps et je me suis beaucoup battue à la Banque mondiale, en particulier sur ces points, parce qu'on a tendance, bon, l'État ne répond pas, l'État est corrompu, l'État est défaillant, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les collectivités territoriales, on va avoir 3-4 acteurs un peu plus intelligents que le ministre qu'on a l'habitude de voir, et puis on va se dire, oh super, on a la solution. On va décaisser super rapidement parce qu'on va faire un gros chèque et notre programme est mis en place et surtout décaissé. Mais en fait, on se rend compte après des années qu'on n'a pas de solution viable et de long terme, qu'on n'a pas aidé l'État, pire, on a retiré à l'État une partie de ses pouvoirs et ça ne fonctionne pas. Alors, bon, j'avais discuté tout à l'heure avec l'ambassade et c'est un point sur lequel, franchement, je trouve que la France a toute sa place sur l'État déconcentré parce que c'est une spécificité de l'État français aussi, cette présence de l'État sur la totalité du territoire. Les États-Unis, les Allemands font ça très bien, la décentralisation, ils sont très spécialisés sur la chose. Franchement, nous, on devrait vraiment travailler sur l'importance des préfets, le rôle des préfectures, enfin l'équivalent des préfets en tous les cas sur la totalité du territoire. Et je voudrais juste donner 2-3 exemples. Quand il y a eu la crise ivoirienne, le pays a été divisé en deux et c'était quand même assez important. Bon, je ne sais pas si tout le monde a perçu la division du pays, mais elle était réelle. Et pourquoi l'État a pu repartir extrêmement rapidement? Parce que les préfets n'ont jamais quitté leur poste. Les préfets sont restés en place. Alors, ils ont certes été acceptés par les populations, certes, ils ont été acceptés par les rebelles, entre guillemets, mais ils sont restés en place. Donc, l'État ivoirien était toujours présent sur la totalité du territoire. Et ça, c'est un point important. Et ça permet, entre guillemets, ça a permis de gagner du temps parce qu'un État décentralisé, ce n'est pas la même chose qu'un État déconcentré, ce n'est pas les mêmes instances, etc. En plus, je ne connais pas le système financier et parfois je me dis c'est peut-être une bonne chose de ne pas connaître les finances publiques ici, mais franchement, dans de nombreux pays, il y a une centralisation des caisses et au nom de la centralisation des caisses, les collectivités territoriales ne reçoivent pas l'argent dont ils ont besoin. Donc, en plus, il y a un échec à ce niveau-là. Donc, franchement, pour moi, il y a 2 points. Un, les ONG, certes, ont un rôle à jouer, mais ne peuvent pas remplacer l'État. Dans la recherche, ça ne peut pas être des ONG. Il y a le CNRS, il y a des universités, voilà. Dans certains domaines d'urgence, pourquoi pas les ONG, mais sur le long terme, moi, je ne vois pas ce que les ONG apportent sur le long terme. Et pour l'État dans la capitale ou les capitales et l'État déconcentré afin de garder cette unité nationale qui est importante pendant la crise et après la crise. Donc, voilà. Mais je sais qu'au niveau des bailleurs, bon, ce n'est pas forcément la solution la plus facile parce que c'est tellement facile de décaisser et de voir que l'argent est dépensé que voilà, faire du micro et de suivre exactement ces financements, c'est parfois plus pénible. On ne répond pas aux demandes de nos supérieurs, mais c'est ce qui marche. Il faut voir. Et là-dessus, alors je plaide pour ma boutique, mais l'ENA et l'INSP maintenant le fait très bien. C'est-à-dire c'est vraiment des petites formations, c'est des formations adaptées aux besoins et voilà. Quand on arrive à X millions, et là, on fait des grandes formations avec des gens qui ne sont pas du tout adaptés, voilà. J'espère avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. Attends, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez juste hausser la voix. Voilà. Ça pour la
Merci. Donc, vous avez parlé dans le cadre de ce panel des expériences historiques et internationales. Ma question serait, d'après vos différentes expériences, est-ce que le cadre législatif libanais actuel est capable de démarrer et de bâtir ce nouveau État dont on rêve et dont on a mentionné ce matin, avec le cadre législatif et constitutionnel actuel, où on a besoin de parler d'un nouveau cadre législatif? Et est-ce que juste rebâtir la confiance, cette visibilité donc, des institutions publiques avec la lutte contre la corruption, avec l'État actuel, est capable de nous donner l'État dont on rêve? Je pense que c'est Karim qui va. Alors ça, c'est une question, très importante parce que il s'agit de savoir si le problème vient du cadre législatif et constitutionnel ou bien des mauvaises pratiques. La première chose qui frappe dans le Liban d'aujourd'hui, c'est que le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement. Les décisions véritables se prennent au sein de, on parlait à l'époque de démocratie consociative, aujourd'hui c'est devenu une oligarchie consociative, on a 5 ou 6 leaders communautaires qui prennent les décisions, qui sont ensuite entérinées par le Parlement. Donc le Parlement n'est plus en mesure véritablement de jouer son rôle, ni de législation, ni de contrôle, et n'est pas non plus, comme le voudraient les constitutionnalistes britanniques à l'époque, ils disaient le Parlement est avant tout un forum de dialogue permanent. Walter Bagehot, c'était sa théorie. Aujourd'hui, le Parlement libanais doit être réactivé. Il y a énormément de travail à faire pour remettre à jour les législations. Il y a malheureusement le sentiment que certaines commissions parlementaires jouent un rôle particulièrement trouble. Je pense, pour être très franc, au rôle qu'a joué la Commission des finances en 2019 lorsqu'il s'est agi de torpiller le plan de sauvetage économique pour servir des intérêts privés. Et là, on a vu des députés appartenant à toutes les mouvances politiques sans exception faire front commun pour se livrer à ce que le journal Le Monde a qualifié de calcul de chiffonnier pour essayer de gagner du temps pour empêcher l'adoption de ce plan qui avait été voté, adopté par le gouvernement, soutenu par la Banque Lazare, soutenu par le Fonds monétaire international. Donc oui, le Parlement a un rôle à jouer, oui, le cadre législatif est problématique, mais c'est surtout la mainmise sur ces institutions de l'État par quelques groupes communautaires féodaux clientélistes. Mais si j'ai encore 2 minutes, il y a un point important. Souvent dans les colloques, ce qui ressort de plus important, ce n'est pas tant les interventions écrites, préparées, mais c'est ce qui est dit à la marge. Tout à l'heure, Mona Fawaz a été un peu émue. Elle a dit on a besoin de gens qui sont un peu delusional, délirants. Tamara a fait un peu la même remarque. Elle a dit il faut des gens qui continuent à rêver, à incarner ce rêve. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très important et on peut s'inspirer d'expériences étrangères et de penseurs étrangers. Ça m'a fait penser à ce que disait Tamara, la phrase de Kerouac qui disait « Les seuls qui parviennent véritablement à changer le monde, c'est ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent le changer. » Mona, elle disait « Il faut être delusional ». C'est tout à fait ça. Ça aussi, c'est une vieille phrase de Georges Bernard Shaw. Il disait « Il y a l'homme raisonnable, c'est celui qui s'adapte au monde. Il y a l'homme déraisonnable, c'est celui qui adapte le monde à lui-même. » Et le progrès à travers l'histoire a toujours été dû à l'homme déraisonnable. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire preuve d'originalité, ne pas hésiter à avoir un brin de folie, car il faut reconstruire ces institutions à partir de rien et il faut rêver un Liban nouveau et ne pas faire du replâtrage, du colmatage de brèches comme on a fait pendant 30-40 ans. Merci. Pierre, tu as un ajout? Pour reprendre ce que disait Tamara El-Zain tout à l'heure, il ne faut pas amalgamer l'institution, y compris les lois qui régissent l'institution et l'usage qui en est fait. Si on prend le fonctionnement un petit peu ordinaire de la politique libanaise et de la bureaucratie libanaise, c'est une extraordinaire entreprise de contournement et de détournement du sens des lois, et ça se joue aussi au Parlement, qui est un lieu de créativité en matière d'interprétation constitutionnelle qui est absolument incroyable. Donc, c'est difficile de... Enfin, je suis évidemment pas en position de connaître toutes les lois au Liban, mais évidemment qu'il y a une partie du cadre législatif qu'il faut revoir. Il y a aussi tout simplement des lois qui suffiraient d'appliquer. Et il y a
voilà, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de l'hypothèse de la décentralisation. Là, on est sur d'autres choses un petit peu plus complexes où il y a des acteurs qui portent une décentralisation avec certaines idées en tête qui sont explicitement politiques et qui n'ont rien à voir avec la bureaucratie et la bonne marche du pays. Donc, même dans les tentatives de réforme, de temps en temps, vous avez une dose de politique qui est mise d'une manière loin d'être innocente. Je reprends, j'ai trouvé très intéressant ce que disait Madame tout à l'heure sur les whistleblowers. D'une certaine manière, c'est absolument dingue qu'il n'y en ait pas plus. Et que ce soit au niveau dans les administrations, dans les bureaucraties, que ce soit aussi au niveau des banques. Si vous prenez le fait qu'il n'y ait jamais de documents qui soient sortis des banques depuis 2019 quasiment, est proprement fou. C'est la même. Toutes les personnes qui travaillent et subissent, à mon avis, des décisions illégales dans ce type d'institution, il leur faut des signaux. Il faut leur envoyer des signaux pour dire, voilà, les règles sont sur le point de changer. Peut-être que le régime actuel ne va pas durer éternellement et on peut commencer à éventuellement penser à des choses de l'ordre de faire sortir des documents, faire savoir certaines choses. Ça implique d'autres institutions derrière. Ça implique une justice, ça implique des journalistes, ça implique quelque chose au niveau de la chaîne d'interdépendance extrêmement long. Mais imaginer ce genre de choses, je pense, pourrait être intéressant. Non seulement pour imaginer les institutions de demain, mais vraiment avoir des moyens de savoir ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché, qui a été responsable et de pouvoir mettre en cause les gens pour effacer une certaine page. Mais tu ne penses pas que cette tendance a déjà commencé avec les investigations du port de Beyrouth et le journalisme investigatif, ou bien ce n'est pas assez? Le cas du port de Beyrouth, pour moi, justement, est que je ne connais pas personnellement, et je n'ai pas plus étudié que ça, mais j'y vois quelque chose de très significatif aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens en prison actuellement à cause du port de Beyrouth qui sont les responsables bureaucratiques et administratifs. Ça aussi, c'est un signal terrible envoyé, je trouve, à la haute fonction publique de dire, s'il arrive quelque chose de très grave, ou éventuellement, pendant des années, vous avez alerté sur la chose qui allait arriver, vous serez le fusible. Donc, le port de Beyrouth, pour moi, en ce moment, est plus, je le vois plus comme ça, comme un symbole du risque qu'il y a à vouloir occuper ces positions. Parce qu'il fait assumer toute la responsabilité à la haute fonction et non pas à la classe politique. Oui, effectivement. Juste, je peux... Oui, je voulais... Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de formule de recette pour toutes les institutions. À chaque institution, il y a une spécificité. Dans notre cas, ce n'est pas une institution qui fournit des services directs comme EDL, comme les hôpitaux publics, comme les écoles publiques. Non, le service, il est en fait indirect. Mais dans notre cas, ce n'est pas forcément une question de cadre législatif ou pas. À la base, quand ça a été créé, encore une fois, par Fouad Chab à l'époque, notre institution avait 3 missions en fait. La première qui était la mission consultative, donc c'était la mission d'élaborer une politique scientifique. La deuxième qui était l'exécutif, donc de mettre en place des programmes pour cette politique. Et la troisième qui était la production du savoir par les centres du CNRS. La première mission, qui est la mission consultative, donc de mettre en place une politique scientifique, c'était dans l'objectif d'être un garant et non un gérant. Donc ça, c'est aussi, comme Chirac disait, l'État est un garant et non un gérant. Nous, ce n'est pas pour gérer la recherche, c'est pour être garant d'une institution qui fédère plus ou moins les efforts à la fois publics et privés pour arriver par la suite à une science qui doit être prise en compte dans les politiques publiques. Ça, c'est la question qui est essentielle là dans ce débat. Et ces politiques publiques, bien sûr, qui doivent viser l'intérêt commun. Maintenant, est-ce que c'est uniquement par un cadre législatif? Parce que qui a dit qu'on doit sacraliser les lois? Il n'y a rien qui dit, parce qu'une loi, elle n'est pas forcément à la hauteur des attentes, par exemple, des gens qui sont vraiment concernés par le sujet. Donc, est-ce que vraiment il faut uniquement blâmer la classe politique qui n'a pas fait telle ou telle loi, ou est-ce qu'il faut aussi s'interroger? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle, on a l'impression que le citoyen est victime et que c'est l'autre qui est le coupable. On a tous notre part de responsabilité. Moi, je vous donne un exemple très concret, et ça, on n'a pas besoin de cadre législatif pour le faire. Je prends le cas suisse, par exemple. Il y a le philosophe Bruno Latour qui dit en fait que les chercheurs sont dans l'obligation de prouver à la société l'intérêt de leur recherche. C'est un peu extrême,
Mais en fait, ça reflète un vrai problème qui est l'absence de dialogue entre les chercheurs et la société et ce cloisonnement. Chacun, et ça c'est un vrai problème au Liban, c'est que chacun travaille dans son coin. Il n'y a jamais eu une fédération des efforts pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Chacun essaie de tirer, comme on dit, la couette vers lui. Et donc, il y a un effort à faire au niveau des universités, au niveau de notre institution, c'est de franchir les murs académiques pour aller un peu plus vers la société. Et ça on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de texte. Bien sûr, après, il faut accompagner s'il y a des transformations très importantes, il faut que ça change. Mais avant cela, quelle loi, dans l'absolu, s'il n'y a pas de vision par derrière? Madame Griot a dit ce matin qu'ils viennent aider le ministère, par exemple, de l'Éducation, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, le ministère? Donc, avant tout, il y a la vision. Et pour cette vision, et moi, il y a un terme que je n'ai pas entendu depuis ce matin, c'est la sagesse. En fait, on n'a pas l'impression qu'il y a des sages dans ce pays. Pourtant, en temps de crise, justement, comme disait Hegel, ce n'est qu'au crépuscule que la chouette Minerve prend son envol. C'est le moment, justement, d'avoir des sages qui guident plus ou moins ce pays. On se plaint tous des partis politiques, on se plaint. Non, il ne faut pas diaboliser tout le monde, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est dit. Il faut miser sur les bonnes personnes pour les mettre à la bonne place, comme ça a été dit depuis ce matin. Dans les partis politiques, il y a des gens très compétents qui sont affiliés à ces partis politiques. Est-ce qu'il faut les écarter? Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien qui dit que ceux qui viennent de l'extérieur des partis politiques sont parfaits, sont excellents, et ceux qui sont à l'intérieur sont... Donc, c'est juste un peu pour rejoindre les quelques questions qui ont été posées depuis ce matin. Parce qu'on a vraiment un problème de paradigme au Liban aussi. Il faut que ça change. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que ça commence par la parlementarisme. Oui, là, je retiens deux profils qu'on vient d'annoncer. Donc, un leader qui est délirant, comme Karim, oui, et un leader qui est sage. Donc, deux profils qu'on a besoin pour s'imaginer peut-être une institution publique du futur de Liban. La question qui se pose là, quelle panoplie de compétences, quelle panoplie de profils de leaders publics faut-il pour s'imaginer un État fort, un État solide, un État peut-être de providence? On a dit rêveur, ensuite on a dit sage, et j'ajouterais kamikaze. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de courage vraiment pour prendre maintenant la responsabilité dans une institution publique. Bien sûr, ça a été dit, il y a l'expertise technique, ça on n'en doute pas, il y a la formation, tout ça c'est très clair. Mais je pense qu'il faut dès le départ avoir la conviction en fait que ce pays ne se relèvera pas sans un service public puissant. Ça doit être vraiment le début pour démarrer toute réflexion et que, bien sûr, ce service public puissant, il doit être réformé dans ses pratiques et restauré aussi dans sa mission au service de tous. Ça, on démarre là. Ensuite, quand on va chercher ces cadres-là, on a dit qu'ils doivent être sages, ils doivent être visionnaires, bien sûr, et ils doivent savoir avant tout, parce que ça, c'était l'image des dernières années, que le secteur public est en fait une industrie à recrutement. Quelqu'un qui ne trouve rien à faire, on le met je ne sais pas où. Donc ça, peut-être avec la crise, ça va changer parce que ce n'est plus très séducteur. Mais ils doivent mettre en tête, comme elle a dit Lamia ce matin, que ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession, c'est vraiment une mission. Et il faut beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup de dévouement. Parce que là, on a une mission, on le sait très bien, et on le dit humblement, c'est à nous, c'est à la nouvelle génération qui va prendre la fonction publique de redresser la trajectoire. On a été dévié pour X raisons qu'on ne va pas redétailler, mais il faut, en plus de cette formation, donc, de cette expertise, de cette vision, il faut qu'ils soient guidés par les valeurs qui ont été dites depuis ce matin, la redevabilité, la transparence, la justice, et il faut, et ça c'est très peu dans notre langage même libanais, l'éthique. Parce qu'on parle de corruption, l'éthique, c'est quelque chose qui est vraiment au-dessus de l'anticorruption et qu'on oublie assez souvent. Il ne suffit pas d'être non corrompu, mais il faut aussi avoir beaucoup d'éthique au sein du fonctionnement de la fonction publique. Oui, c'est très vrai. Je prends encore deux questions avant de clôturer avec les intervenants. Donc,
أنا بظن إنه السؤال اللي سألته الست ما حدا جاوب عليه. بعدنا نحن عم نرجع لإطار العام، عم نرمي المشاكل إنه في بيج فايف بمجلس النواب هن قابضين على الحياة السياسية بلبنان، ما حدا قدران يخرج عنها. طيب اللبنانية إجاهم فرصة ب 15 أيار يعبروا عن رأيهم، رجعوا أنتجوا مبدئيا نفس الطبقة السياسية. عم نرجع نلوم لحالنا، نرجع للمواطن. نحن عندنا القوانين يعني القوانين المحاسبة والإصلاحية اللي بلشت بالستينات أيام فؤاد شاب على ذاتها. نحن بعدنا بنحتكم لقانون الموظفين سنة 59، قانون المناقصات اللي تحول لقانون الشراء العام هلا وإن شاء الله يتطبق يعني ب 62. يعني عم نرجع نحن ندور بحلقة مفرغة. أنا برجع بقول اللي قلته أول جلسة، نحن الإصلاح بحلقة مفرغة. الإصلاح بده مصلحين، وينهم المصلحين بهالبلد؟ ما حدا بيقدر، ما حدا بيقوس حاله بإجره. نحن عم نطلب الإصلاح من ناس إن في منظومة بسموها دولة عميقة، بنسميها كلها وفيها زبائنية من كل الفئات. هلا نحن اللي قاعدين كلنا هون، نحن مثل ما قالت الست جزء من هالمنظومة، كلنا بنتحمل المسؤولية. ما حدا في ينفي المسؤولية من المواطن لرئيس الجمهورية، كلنا مسؤولين. فلنعترف انه عندنا مشكلة بدنا نلاقي لها حل. عم نطرح كليشيات مثل ما طرحت كليشيات بالانتخابات، استعادة اموال المودعين، التدقيق الجنائي، ما بعرف شو هذا. طيب خبرونا كيف. نحن اليوم المواطن شبع. يمكن أفلاطون بيقول البطون الخاوية لا تهضم الفلسفة، ونحن شبعنا يعني مش عملنا هذا. نحن بدنا حلول. بعدنا من الصبح عم ندور بنفس الشيء، عم نوصف المشكلة ما عم نلاقي حلول. بدنا إذا بتريد معلش احكي اللي بدك إياه بعدين. بدنا ورشة تشريع، بدنا كل البيئة القانونية بدها تمشي مع البيئة الاجتماعية، مع موضوع المواطنة، مع موضوع الجدارة. اليوم نحن محكومين بالطائفية. أنا إذا من فئة معينة من طائفة معينة للأسف ما بقدر أوصل لمركز معين مع إني بكون كفؤ. حتى إذا في توزيع طائفي للوظائف بنقوا أسوأ موظف أو أسوأ شخص بيكون عنده ولاء للزعيم أو للجهة السياسية أو للجهة الطائفية. وبلبنان معلش كمان الطائفية هي مترسة الفساد. إذا عم تحاسب فاسد عم تحاسب طائفته. هذا للاسف الشديد. هودي القصص نحن المواضيع اللي لازم نلاقي لها حل. ونحن فينا نضل نحكي من هلا لبكره نحلم وكل شيء، ولكن نحن بدنا حل لبلدنا. نحن بلدنا اعطينا حل. اعطينا حل. حل متكامل. بدنا نبلش من المواطن. نحن المواطنين نحن بعد انا اول مره بنتخب بعد 39 سنه خدمه. وانا كمان. انا تحملت مسؤوليه. نحن كان عندنا فرصه للتغيير بالانتخابات. نحن لازم 4 سنين، معلش اذا بس 4 سنين لازم نسكت الشعب اللبناني، لانه اذا نحن بنعتبر انه اذا انتجنا نفس الطبقه السياسيه بدنا نسكت. كان عندنا فرصه نعبر. في ناس قالوا ورقه بيضاء، ناس قالوا ما بعرف شو، هذا كله شعارات. انا يعني معلش نحن عايشين كلنا بلبنان عايشين، وعم نجيب للاسف الاخوان الخبراء من برا يجوا. احنا يعني عم نجلد حالنا. قالت الست انه المطار لبنان احسن مطار النيجر، يمكن بس ما مرقت هي بطريقه انه ما في مكيف، بيقطعوا من طابق لطابق، او لما في شركه الميدل ايست بعد عم تدين الدوله مصاري كانت الصيانه يمكن ما في مطار. نحن عم نعيش ونحن عسكر، هذا ضابط بالامن العام، نحن عايشين بنصلح السيارات على حسابنا. للاسف وصلنا محل الدوله عم تتحلل مش منهاره، دوله محلله والرئيس موجود هون والقضاء، هي كل نحن مؤسسات الدوله. نحن ليش انا عم اقول نحن الدوله هي المؤسسات والادارات. نحن ما نضل نجلد الطبقه السياسيه، شو بدنا فيه؟ ونحن بنقدر نعمل كل واحد بمحله مثل ما قلت حضرتك بيقدر يعمل الجزيره، بيعملوه. نبدا من حالنا مثل ما قالوا. شكرا. صح. لا ما هيدا سوري بس لا ما هيك يعني هي الفكره هي. يعني في حدا قال قبل شوي انه اذا بدنا نتامل التغيير من فوق بعمره ما حيوصل. خلينا كل واحد مطرح ما هو يعمل اللي عليه ويحاول يغير شيء، الا ما بيوم يرجع هيدا الميكرو تغيير يعمل ماكرو تغيير. بس
رح نختتم بقدر ممكن بدها تقول شيء مدام. Je vais juste répondre sur l'aéroport à monsieur parce que oui, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même une fonction publique qui est payée une misère. Pardon. Vous avez une fonction publique qui est payée une misère et qui, malgré tout, fait le job dans beaucoup de cas. À l'aéroport, je vous assure, j'ai le policier qui m'a reçu, par exemple. Il m'a posé toutes les questions obligatoires. Il n'y avait pas de feuille pour remplir. Il n'y avait rien. Il faisait son truc correctement. Donc, malgré la situation de crise, et je sais que, évidemment, qu'on est dans un pays en crise, mais vous avez la chance d'avoir une fonction publique très bien formée pour certains, peut-être à améliorer pour d'autres, et qui a conscience du bien, de l'importance de l'État. Parce qu'autrement, vous n'auriez plus un policier dans la rue et vous n'auriez plus un contrôleur à l'aéroport. Donc, il y a quand même une conscience nationale et une conscience de l'État qui existe. Et ça vient de vous, ce n'est pas, ça vient, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel vous pouvez être fier et que vous devez utiliser aussi. Ne pensez pas que, voilà, il y a une crise actuelle, mais il y a encore une fonction publique en place. Et c'est sur ces 120, 200, 250 personnes qui peuvent organiser l'État que vous devez certainement, ou que vous devriez, ou j'espère, viendra la solution. Je vous laisse. J'ai une phrase avant Madame Inaya. On a parlé du profil qu'on souhaite, parce que bien entendu, avec les salaires actuels, s'ils restent tels qu'ils sont, c'est impossible de pouvoir attirer de tels profils. Qu'on soit clair. يعني. اوكي لانه تخطينا الوقت رح اختم الجلسه مع ستين. انا بدي اعطي هيك كم ملاحظه على الكلام يلي سمعناه. يعني بعتقد اوكي صارت الانتخابات، في ناس بنحبوا نوصلوا في ناس ما بنحبوا نوصلوا، بدنا نكون واقعيين. اللي وصلوا معناتها في ناس انتخبتهم وبعضهم بيمثلوا. اذا بدنا نكون نتعاطى بواقعيين. مشكله لبنان ما عمرها بس 30 سنه، هلا كنا عم نحكي من قبل عمرها 100 سنه، ويمكن قبل ال 100 سنه كمان، من ايام القائمه مقاميتين بقيت الذهنيه للمتصرفيه بقيت موجوده. الزبائنيه ما عمرها 30، عمرها من ايام القائمه المقاميه لما عملوا هالمجالس وكل زعيم طائفي كان مسؤول عن خدمات طائفته، مزبوط. بس كمان حتى للاسف يعني في اشياء لها علاقه بالاشخاص، في اشياء لها علاقه بالنظام السياسي والاقتصادي، بس بعتقد في بلاد كثير ثانيه كمان عندها لاينز اوف ديفيجنز غير الطائفيه، مثل سويسرا مثل غيرها، وقادرين يعالجوا مشكله النفايات مثلا. اذا في شيء في يتعالج هلا، في شيء بده وقت. يعني لما ركبنا كل هالسوء الاداره وسوء السياسات وسوء التعاطي مع هالعقد الاجتماعي بيننا وبين الوطن يلي مفهومه يمكن يكون غايب مش بس عن المسؤولين، يمكن غايب عند المواطن كمان لفترات طويله. مشان هيك حكينا عن الثقافه والوعي. اذا نحن بحاجه لورشه متكامله ولا نفتح تعاون وحوار لحتى ما نضل نراشق بعضنا. في شيء بده يبلش بالفيجن مثل ما حكينا، نحط الاهداف الحقيقيه، بدنا نرسم مين الاشخاص، مين الستيك هولدرز، سواء بالسلطه التشريعيه والتنفيذيه والادارات، المواطن، المجتمع الاهلي، المجتمع المدني، ينحط سيستم. لانه اذا حطينا ملائكه بدون ما نحط سيستم يحكم المسؤوليات والاكاونتبيلتي والمحاسبه كمان ما رح نمشي. مش معناتها هيدا يصير بكبسه زر. هلا الكود ليجيسلاتيف اللي حكينا عنه طبعا ما فينا كمان نحكي عنه بشكل عام انه هو واحد. في شيء حقوق موجوده بالدستور، للاسف اضطرينا نروح بسنين عديده نروح نعمل لها قوانين لانه ما كانت عم تطبق هالحقوق. في قطاعات بده ينعمل مراجعه، وبمجلس النواب مش مزبوط انه يعني في عندنا نحن بنحب نصدق او يعني نعمم الاشياء. انت اشتغلتي معنا بمجلس النواب، شفتي انه بدوره انتجنا بعتقد في قوانين كثير اصلاحيه انحطت ناطره التنفيذ، في قوانين قبلها محطوطه. يعني في سيستم لازم يرجع ينعمل لما بيكون رجعنا على الاراده الجامعه. موضوع الاداره العامه والموظفين بيرجع حكينا عن هيومن ريسورسز. بعتقد بالعالم نعم بانفجار المرفق مدام عنايه شو بتعمل شو عمل مجلس النواب؟
هلا نحن بس مضطرين نختم الجلسة، بعتذر منكم بس خليني كفي بموضوع الإدارة العامة. بموضوع الإدارة العامة طبعا هي بحاجة مثلها ليرجع يطلع فيها سهم من أيام الرئيس فؤاد شهاب تأسست، وموضوع مفهوم الهيومن ريسورسز هلا ببلاد ثانيه صار متطور، صار الهيومن كابيتال وصار في له اليات اخرى تدخل في موضوع تكنولوجيا المعلومات يلي ممكن تخلق وظائف جديده وتلغي وظائف وبتخفف هالاوباسيتي يلي موجوده. يعني في كثير امور لازم نتعاطى معها. يمكن هلا ما في وقت لنحكيها كل وحده منا لوحدها، فيها تكون موضوع دراسه، وكثير مهم يرجع يعني اذا بنقدر نثبت موضوع knowledge to policy يلي نحن عم نطبقه، بلشنا بمجلس النواب ببعض اللجان، وفي وزارات اخذت قرارات بناء على ورش عمل عملناها معها بهذا الموضوع. في موضوع اكيوت كيف بنأمن حياه المواطنين المعيشيه، اكلهم وشربهم، في اشياء ميد تيرم ولونج تيرم. يعني بس شوي بدنا نتحلحل من موضوع الامتياريس يلي بين بعضنا والستيريوتايبس المأخوذه بين بعضنا عن بعض. شكرا. أنا رح أضطر أختم الجلسة لأنه أحسن ما ناخذ من وقت الجلسة المقبلة. Je vous remercie pour votre temps et merci beaucoup.